quand je passais ce film à des agriculteurs en 2008, ils me disaient, mais de quoi vous parlez? Non mais vous avez vu? Le cours du blé et du maïs se sont complètement effondrés. Nous aussi, on est effondrés, on est complètement désespérés. Tout ce qu'on imagine, c'est de faire défiler les tracteurs à Caen ou sur les Champs-Élysées. J'aurais dit, non, moi, soyez patients, suffit d'attendre. On n'a pas attendu très longtemps, en fait. 2010. Ah, vous allez voir avec mon voyage. Vous vous souvenez, 2010, jolie petite sécheresse en Russie, vous vous souvenez? La Russie a cramé de Moscou jusqu'à Vladivostok. Faut dire, ils avaient licencié les pompiers, c'est pas ce qu'ils avaient fait de mieux. Mais, au fait, cette année-là, la récolte de blé en Russie, moyen. Alors, maintenant, il faut imaginer la planète. Quand pendant des mois, il ne pleut pas sur un immense territoire, mais il fait chaud. Pendant ce temps-là, l'eau s'évapore sur toutes les mers du globe. Donc, c'est bourré de nuages. Donc, les nuages avaient décidé de boycotter la Russie, mais au bout d'un moment, le nuage, il faut qu'il retombe. Donc, ils ont fait une petite réunion de nuages, ils ont dit, bon, cette année, tiens, si on se faisait Pakistan. Et donc, gigantesques inondations au Pakistan. Et ça, c'est normal. Quand il y a une sécheresse quelque part, il y a forcément des inondations ailleurs. Alors, maintenant, vous êtes le président du Pakistan. Attendez, la situation est grave. Il n'y a plus rien à manger, tout est sous l'eau. Donc vous décollez par le dernier avion qui décolle avant la fermeture de l'aéroport, puis vous allez voir votre copain Poutine en disant « Tu peux pas me vendre du blé parce que chez nous tout est pourri. » Ah ben non, il dit « Chez nous tout est cramé. » Bon alors il s'en va, vous savez plus trop où aller. Tiens, vous allez en Australie, parce qu'on croit que l'Australie c'est un grand pays agricole. Ah ben non, maintenant ça y est, on a le mode d'emploi de l'Australie. 6 années sécheresse, 7e année inondation. Ils étaient à l'année 6. Alors ils ont dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cours du blé a de nouveau triplé. Tiens, où est-ce qu'on pourrait aller sur la planète Terre? Si on allait en Tunisie, tiens, par exemple. J'imagine certains d'entre vous ont été en Tunisie. Qu'est-ce qu'ils mangent les Tunisiens, en fait? Ah ben, du couscous avec du pain, dis. Ah oui, attendez, pas du couscous tunisien. Ah non, ça c'était avant, ça. Ça c'était du temps des Romains, que Carthage était le grenier de Rome. Alors, M. Ben Ali, c'était pas du tout son truc, l'agriculture. Non, vous l'avez observé comme moi, j'imagine. Il y a 2 trucs qu'il savait faire très bien. Hein, construire des hôtels le long de la mer et piquer l'argent qui restait. Enfin, il n'avait pas beaucoup pour l'agriculture. Donc, ça fait belle lurette que les Tunisiens, ils mangent du couscous et du pain importé. Ah ben, le prix du blé a triplé, ça leur a plus moyen. Vous vous souvenez, ils ont commencé à manifester avec des baguettes. Tiens, c'est une coutume locale. Et puis, ça leur a plu. Ils ont continué à manifester. Finalement, M. Ben Ali a sauté. Tiens, si on allait en Égypte, tiens. Qu'est-ce qu'ils mangent les Égyptiens? Ah ben, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, mais attendez, il y a une différence gigantesque entre la Tunisie et l'Égypte. Ah ben, en Tunisie, il n'y a que 18 millions d'habitants. Si le nouveau gouvernement tunisien, une fois qu'il s'est mis d'accord avec lui-même, c'est toujours compliqué après les révolutions, hein, décide de faire agriculture, c'est encore possible que les Tunisiens mangent du couscous tunisien. Ah, en Égypte, c'est fini. Ah ben, ils ne sont pas 18 millions, ils sont 82 millions. C'est pas pareil, hein. Et puis, attendez, tout le monde a vu des photos aériennes de l'Égypte. L'Égypte, c'est un désert. L'Égypte, c'est un désert traversé par une vallée. Il n'y a que 4% des terres cultivables dans ce pays. Alors, ils les cultivent bien, ça n'a rien à dire. Ils ont fait le barrage en haut, ils irriguent. Enfin, on ne peut pas nourrir 82 millions de personnes sur 4% des terres. L'Égypte, il faut se dire, année après année, c'est le plus grand importateur mondial de blé. Quoi qu'il arrive, le prix du blé a triplé, Moubarak a sauté. Notez, rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous vous souvenez de l'éruption du volcan que personne ne peut prononcer son nom d'Islande en 1787? Oh ben une belle explosion, hein. Ouh, à Torigny, les nuages, la pluie, tout ça, c'était moyen. La récolte 87, moyen. La récolte 88, pas terrible non plus. Et la récolte 89, vous vous souvenez de l'orage de grêle? Oh là 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 là. Ben, il n'y avait plus de blé. Donc maintenant, on voit la différence culturelle entre le Gaulois et l'Arabe. Le Gaulois, quand il n'a plus de blé, il raccourcit son roi. L'Arabe, quand il n'a plus de blé, fait sortir son gouvernement. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà. L'agriculture,
fait de nouveau son entrée dans la géopolitique mondiale. Bien. Alors, j'ai vu quand même qu'il y a des champs de blé ici. Hein. Je m'imaginais qu'il y avait que du lait. Enfin, il y a aussi du blé. Bon, mais de toute façon, les céréales, c'est très important. Hein. Je vous rappelle la base. Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette? La viande, c'est jamais des céréales sur pâte. Le lait aussi, beaucoup. Donc en fait, dans l'assiette, on a des céréales sur pâte, et puis quelques fruits et légumes et un verre de cidre. Bon. Donc les céréales, c'est important. Hein, le blé, le riz, le maïs, grosso modo. Bien. Alors ce que vous avez là, c'est la production mondiale de céréales. Et puis la petite courbe, là, c'est la consommation. Donc avant, d'ailleurs au siècle dernier, on est tous du siècle dernier, hein, quand il y avait 10 ans, ça le faisait, comme disent les jeunes. Parce que des années déficitaires, où on mangeait plus qu'on produisait, il y en avait quoi? 1, 2, 3. On avait construit des silos, et l'un dans l'autre, ça le faisait. Alors maintenant, bienvenue au XXIe siècle. 21e siècle, ça commence quand même curieux, hein? 1, 2, 3, 4 années déficitaires, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah ben, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs? Enfin, attendez, on est au XXIe siècle, ils n'y arrivent plus. Ah bon, alors, on les a un peu engueulés, ils ont dit, bon, allez, ça va. 5, 6. Dans les 7 premières années du XXIe siècle, il y a 6 années déficitaires en céréales. Ah mais il y a un truc qui tourne plus rond du tout dans l'agriculture mondiale, dites-moi là. Ça va plus du tout. Alors au début, c'était pas grave, parce qu'ils avaient été voir, les gens de la chambre d'agriculture avaient été voir la chambre de commerce, on leur dit, non mais attendez, il faut être moderne, non. Zéro stock, flux tendu. Ça vous dites, ouais. Bon ben d'accord, ils ont dit, les paysans, zéro stock, flux tendu. Donc on a écoulé les stocks de bouffe. Et en 2007, les stocks mondiaux de céréales étaient au plus bas niveau depuis la Deuxième Guerre mondiale. On avait l'habitude d'avoir dans nos silos à peu près 6 mois de consommation, on était tombé à 1 mois et demi, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2007, ceux qui avaient encore un peu de grains dans leur silo, à ce prix-là, je me le garde. Jolie petite augmentation du prix des céréales, émeute de la faim dans 36 pays. Le 21e siècle a commencé en juillet 2007. Mais en fait, il a commencé là. C'est depuis le début du siècle qu'on n'arrive plus. Alors, les 2 années suivantes, génial. Ah ben attends, il ne faut pas avoir fait Polytechnique dans ces cas-là pour se dire « Ah ben t'as vu le blé qu'on se fait avec le blé? Ah ben je vais semer du blé pour faire du blé avec mon blé. » Qu'ils ont tous dit. On a semé des céréales partout où on pouvait, après où étaient les céréales. Et comme il n'y a pas eu d'incident climatique dans les zones céréalières, on a fait les plus belles récoltes de toute l'histoire de l'humanité depuis l'homme de Cro-Magnon. Donc on a pu vaquer à d'autres occupations, les Mann Brothers, vous vous souvenez, tout ça, là, voilà. Et puis, en 2008, sécheresse en Russie, inondation au Pakistan, révolution arabe. Et puis en 2012, vous vous souvenez, la plus belle sécheresse aux États-Unis depuis l'invention de Météo USA. Autrement dit, les incidents climatiques dans les zones céréalières, c'est une petite tendance à revenir maintenant. Alors vous savez, incident climatique, moi je prie tous les matins pour que le prochain incident climatique soit au Groenland. Ah ben l'incident climatique au Groenland, tout le monde s'en fout. Mais l'incident climatique dans une zone céréalière, grave menace sur la paix mondiale. Bienvenue au XXIe siècle. Bien, il faut dire que, avant, nostalgie, quand on semait son blé, on savait très exactement à qui on allait le vendre, au meunier. Et le meunier, une fois qu'il avait moulu le blé, il savait très exactement à qui il allait le vendre, le boulanger. C'était le moment où la vie était simple. Maintenant, quand on récolte son blé, on dit bah, le meunier c'est pas mal, mais Glossander c'est pas mal non plus quand on y pense. Ah ben oui, il faut dire que presque la moitié de la récolte de blé, c'est plus du tout pour faire du pain, ou des pâtes, ou des gâteaux. C'est pour faire du cochon, du poulet, du canard, du lapin. La moitié. En maïs, le maïs ça sert pas du tout à faire des cornflakes et des pop-corn. Hein. 80% du maïs du monde entier, c'est pour faire des vaches, des poulets, des cochons, des lapins. Le riz, c'est encore pour les Chinois. Alors, quand on additionne riz, plus maïs, plus blé, il faut se rendre compte que pratiquement la moitié de la récolte mondiale de céréales, c'est pour les bestiaux. Et puis alors les bestiaux, ils sont extrêmement
demandeurs, hein? Ah ben, ils ont triplé leur consommation en 50 ans. Mais attendez, à la fin des fins, c'est sera quel pourcentage des céréales pour les bestiaux, au fait? 60%? 70%? 78%? Peut-être que nos petits-enfants, quand ils iront chez McDo, il y aura le truc du milieu, il n'y aura plus rien à mettre au-dessus de ça. Vous voyez, au bout d'un moment, il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on fait de notre blé? Mais ça, c'est pas fini. Il y a une erreur stratégique inouïe. Alors là, toutes les écoles de commerce vont faire plancher les étudiants pendant 50 ans là-dessus. Regardez, revenons en arrière. On se place là au début du siècle. Évidemment, on regarde dans le rétroviseur. C'est plus facile que de regarder. Et dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on voit? Ben, attendez, il y a beaucoup trop de céréales. Ça va pas du tout. Les paysans sont désespérés. Il faut faire un geste pour les paysans. Et il y en a un qui a une idée géniale. Il dit, ben, il n'y a qu'à brûler les céréales, ça va assainir le marché. Ben oui. Mais tant qu'à brûler les céréales, on va les brûler utiles. Et on invente de les brûler dans les bagnoles. Biocarburant. Ça, c'est quand même une erreur stratégique inouïe. On invente le biocarburant au moment même où les céréales commencent à manquer. Alors là, voilà, c'était comme ça. Bon. Et alors, et puis on y va de bon cœur, hein. Bon, attendez, c'est pas très honnête, c'est pas la même échelle. Mais enfin, ça démarre quand même bien. Surtout aux États-Unis. Les États-Unis, ils adorent le maïs, vous savez, hein. Ah ben c'est cornflakes tous les matins, popcorn tous les soirs. Enfin, malgré ça, ils n'arrivent pas à tout manger. Il faut dire, les États-Unis à eux tout seuls, c'est le tiers du maïs du monde entier. Ah oui, ben maintenant, 40% du maïs des États-Unis, c'est pas du tout pour les pop-corn ni pour les cochons. C'est pour la 4x4. Ah, ils ont fait 170 usines d'éthanol. Ben, ça s'est vu, les premières émeutes de la fin de l'ère moderne, c'est à Mexico. Ah oui, parce que les Mexicains, ils ont inventé le maïs, mais maintenant ils font ouvrier à la General Motors, ils font plus producteurs de maïs, ils importent le maïs. Mais M. Bush a dit, bah non, le maïs c'est pas pour les Mexicains, c'est pour les 4x4. Et ben voilà, le prix du maïs a triplé, ça ne leur a pas plu du tout, émeute de la faim. Alors, nous, le maïs, ah ben non, on s'en fiche le maïs, nous. Mais nous, on roule au diesel. Le maïs, ça sert à rien pour le diesel. C'est quoi qui sert pour le diesel, au fait? Ben, le colza. Ah oui. Alors, en ce moment, je ne sais pas, dans la région, je n'ai pas trop regardé. C'est joli la campagne au mois de mai-juin. Hein, vous avez vu, les peintres du 19e siècle, je pense qu'ils rêveraient de revenir peindre les paysages, c'est vrai que c'est joli. Mais, vous le savez, quand vous voyez un champ jaune comme ça, vous dites, bah, c'est pour la Peugeot. Alors, soyons honnêtes, l'huile pour la Peugeot, ce qui reste pour le cochon. Donc, quand vous voyez un champ comme ça, Peugeot cochon. Alors, ça existe aussi en version Renault Poulet. Voilà. Mais, attendez, c'est quand même impressionnant. C'est déjà, je crois que c'est 6% de la surface agricole française. Attends, on peut passer à 20, il y a 50. Au bout d'un moment, on se dit, attendez. La Peugeot et la Renault, c'est vachement bien. Enfin, manger, c'est pas mal non plus, hein. Donc, prévoyons un petit délai. Bon, alors là, vous avez de nouveau, après on fera surtout des images et moins de courbes. Là, vous avez le prix du blé français départ de Rouen. Bon, alors, depuis 50 ans, quand on semait son blé, le dialogue avec le Crédit Agricole était assez facile parce qu'on savait exactement à quel prix on allait le vendre, un peu moins cher que l'année dernière. Voilà, c'était sans surprise. Voilà. Entre parenthèses, un peu moins cher que l'année dernière, ça fait de belles lurettes que c'est beaucoup moins cher qu'il coûte à produire. Alors, pour une chambre de commerce, c'est quand même un truc inouï. Voilà une profession entière qui livre à la coopérative moins cher que ses coûts de production. Oh ben ça ne peut pas durer, ça. Si ça dure, c'est qu'il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Le problème du truc, c'est son nom. Ils ont choisi un nom tellement absurde. Ça y est, alors c'est tout le temps, excusez-moi, je deviens vieux, des trucs de mémoire. Ah si, ça y est, je l'ai sur le bout de la langue. Politique agricole commune. Vous avez entendu parler? Mais quel drôle de nom. Non, quel drôle de nom. Mais il y a plein de gens qui s'imaginent que la politique... Ah oui, la politique agricole commune, le truc pour enrichir les paysans.
Moi, je dis, attendez. Vous en connaissez beaucoup de paysans riches, vous? Ah ben non. Ben non, c'était pas du tout un truc pour enrichir les paysans. La politique agricole commune, c'est un truc pour sortir les paysans de la campagne. Je vous rappelle que quand on commence, il y a 8 millions d'agriculteurs, aujourd'hui il y en a 600 000. Donc c'était pas du tout pour enrichir les paysans. C'était une invention des Parisiens qui voulaient manger. On aurait dû dire politique alimentaire commune. Non mais c'est pas ça la vraie... Non. Ce qu'on appelle à tort politique agricole commune, en fait, c'est de la subvention à l'industrie. On devrait appeler ça politique industrielle commune. Oui, c'est de la subvention à Renault, Peugeot. En général, quand je fais ça de soir, les gens me disent « Qu'est-ce qu'il a bien dit exactement là? Comment ça te déraper, ce truc-là ?» Bon, allez, on va faire un petit cours d'économie. Il y a un truc qu'aucun politicien peut dire, mais ça tombe bien, je ne suis pas politicien, je ne travaille plus, je suis à la retraite, je peux dire ce que je veux. Il faut arrêter d'augmenter le SMIC. Oh, c'est pas le président de la Chambre de commerce qui m'a demandé de dire ça. Enfin, c'est pas très démago, il faut reconnaître. Hein. Mais attendez. Ça fait 30 ans que ça dure, donc maintenant on sait comment faire. On augmente le SMIC, les usines ferment et partent à Shanghai. Attendez, on a même inventé un nouveau métier, le ministre qui se met devant la porte en disant celle-là elle partira pas, ben elle part quand même. Alors il faudrait savoir ce que tu veux. Si tu veux conserver les usines, les dernières qui restent, il faut arrêter de demander le SMIC, ou les charges, enfin bon. Oui, enfin attendez, on est quand même dans un pays civilisé. C'est smigards, il faut quand même qu'ils mangent. On est en France quand même, c'est le minimum. Les RMistes aussi, etc. Donc tous les crânes neufs se sont grattés la tête, arraché les cheveux en disant bon attendez, il ne faut pas trop augmenter les salaires, mais il y en a qui ont une idée géniale, il dit Yaka leur vendre la nourriture à moitié prix. Ben c'est vrai. Ah, mais pourquoi on n'avait pas essayé plus tôt? Ah mais c'est génial. Ah mais attendez, ne gueulez pas contre les caissières du supermarché surtout. Mais attendez, la caissière du supermarché nous vend la nourriture à moitié prix, ça peut pas être cher. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah oui? Attendez, si je paye la nourriture à moitié prix, c'est qui paye le reste? Ben, c'est vous aussi. Attendez, vous payez la moitié de la nourriture à la caissière du supermarché et l'autre moitié au percepteur, sous forme d'impôt. Ça, c'est pour que vous payiez avec appétit vos impôts. En ce moment, c'est pas tellement l'appétit. Hein. Mais quand on y réfléchit, le percepteur, qu'est-ce qu'il fait de nos impôts? Enfin, d'une partie. Il fait un chèque à l'Europe, et l'Europe fait un chèque aux agriculteurs pour qu'ils continuent à livrer à la coopérative en dessous des coûts de production. C'est ça la politique agricole commune. C'est pour ça qu'il y a encore quelques usines. Bon. Ça ne plaisait pas aux agriculteurs. Enfin, j'ai quand même téléphoné au Crédit Agricole en disant ils encaissent les chèques ou pas? Oui. Bon, d'accord, ils encaissent les chèques. Mais enfin, ils encaissent les chèques, mais vous avez remarqué, quand on veut faire agriculteur, en général, on ne veut pas faire fonctionnaire. Encore moins fonctionnaire européen. Donc ils encaissent le chèque, mais ils protestent. Donc ils ont essayé coopératives, mutuelles, syndicats, chambres d'agriculture, manifestations de tracteurs et surtout le grand classique, le dépôt de fumier devant la porte de la préfecture. Bon, maintenant ils gardent le fumier, c'est beaucoup trop précieux. Alors ils ont essayé à Bruxelles, hein, manif de tracteurs, dépôt de fumier, tout ça, ça ne marche pas non plus. Et puis, vous avez vu, en 2007, ça marche. Alors, vous avez vu, il y a une vraie rupture. Le prix du blé reprend 29 ans de baisse en 3 mois. Alors tout d'un coup, on dit, ben, c'est la faute à qui? Attendez, c'est pas la faute aux agriculteurs de la Manche, hein. Ni même aux agriculteurs français. Ben, on est un tout petit pays riquiqui. L'agriculture française dont on est si fier, c'est 20 fois plus petit que l'agriculture chinoise. Ça nous remet à notre place. Donc c'est pas nous qui gouvernons le monde. Alors ben, pourquoi? Ben, je vous propose, il pleut plus en Australie, sécheresse, tout ça, inondation, bon. Deuxième chose, il y a de moins en moins de terre, puis il y a de plus en plus de gens. Alors ça c'est important, je me le garde sur le coin, on va en reparler. Troisième chose, il y a de plus en plus de riches. Alors là, normalement, je fais venir M. Gérard Defardieu et Mme Liliane Bettencourt, mais ils n'ont pas pu venir, donc c'est pas grave. Ni hao, ni hao. Je vous présente M. Lin. M. Lin. Vous savez, l'ouvrier chinois.
Ah ben, celui qui fait tout notre truc là, il fera avec ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, faut que je peux déshabiller, tout quoi, tout. Pour un salaire de misère, hein, 10 fois moins qu'à Torigny-sur-Vire. Déjà qu'on paye moyen à Torigny-sur-Vire. Non, mais regardons-le quand même. Avec son salaire de misère, monsieur Lynn, il y a un événement considérablissime. Ah ben, il peut mettre une aile de poulet dans son bol de riz. Ah mais attendez, c'est un changement total. Qu'est-ce que vous mangez, monsieur Lynn, avant? Ben, c'était riz ou rien. Et maintenant, riz et poulet, lapin, cochon. Ah ben oui. Parce qu'il mange le riz, plus tout ce qu'a mangé le poulet qu'il mange. Ah ben oui, c'est un peu plus. Notez, on n'a rien vu encore. Parce que monsieur Lynn, poulet, cochon, canard, bœuf, ça va, mais pas le lait. Le lait. Ah ben, si vous allez à Pékin, vous avez envie d'un bol de lait au petit déjeuner, vous avez intérêt à le commander une semaine avant, hein. Du lait de vache. Enfin bon, ils peuvent vous proposer du lait civilisé, du lait de soja ou du lait de riz, mais enfin, de toute façon, je ne vous conseille pas le lait de vache, le peu qu'il y a est folâté. Donc c'est vachement bien, et ça pourrait être autrement. Ben oui, parce que là, on peut faire venir monsieur Ramonsoir. C'est bien, monsieur Ramonsoir. Vous savez, l'informaticien indien. Vous savez, celui qui fait tous nos logiciels pour pas un radis, là. Ah, lui, il aime le lait, hein, il pourrait être normand. Ah ben, la vache, on aime. Je ne sais pas si vous avez été à Bombay. En plein centre de Bombay, il y a des vaches qui font la sieste dans la rue, tout le monde s'arrête. Ah non, ça, ils aiment les vaches, rien à dire. Heureusement, il y a aussi un jackpot en Inde. Ah ben, c'est la religion. Monsieur Ramonsoa, tout informaticien qu'il est, il croit à la réincarnation. Si c'est pas beau ça. Ah, donc, traire la vache, il n'y a aucun problème. Mais il a mangé quand même. Mais attendez, c'est peut-être grand-mère. Il n'a quand même pas mangé grand-mère. Donc, en Chine, c'est viande, mais pas de lait. Et en Inde, c'est lait, mais pas de viande. La Chine, c'est un grand pays. Hein. Il y a autant de vaches laitières en Chine qu'en France. Ça fait pas beaucoup de petits Suisses par chinois. Hein. En Inde, c'est un grand pays. Il y a autant de cochons en Inde qu'en France. Ça fait pas beaucoup de rondelles de saucissons par indien. Pourvu que ça dure, parce qu'à Torigny-sur-Vire, c'est saucisson, plus côte de veau, plus camembert. Non, mais c'est ruinant, les gens de Torigny. Bon, heureusement. Mais du coup, je ne vous parle pas de quelques centaines de personnes, mais de quelques centaines de millions de personnes. Donc la ponction sur les ressources naturelles est très forte. Et ensuite, on a inventé de brûler les céréales dans les biocarburants, et c'est parti. Donc, l'agriculture mondiale n'y arrive plus. Alors, comme c'est vous, qu'on m'a demandé de faire un geste, vous aimez bien les prévisions, je vous donne le cours du blé pour les 25 prochaines années. Document non contractuel. Juste indicatif. Juste pour dire que l'esprit humain, il est pour prolonger les courbes. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune courbe ne s'est jamais prolongée indéfiniment. Et là, mine de rien, on voit une rupture. Il y avait le XXe siècle, les cours étaient bas et réguliers. Ah ben oui, bienvenue au XXIe siècle. Ah ben le XXIe siècle, c'est pas du tout pareil que le XXe en agriculture. Ah oui, attendez, il y a un truc là. C'est un secret. Ça va être rentable d'être agriculteur. Ah, c'est incroyable, ça vient de sortir. Ah ben oui, ça va être rentable, forcément. On va manquer de nourriture sur Terre de façon chronique. Donc, normalement, le prix des matières premières agricoles ne peut qu'augmenter. Ah oui, le problème, c'est qu'on a dérégulé. Alors maintenant, c'est un métier interdit aux cardiaques. Et puis, c'est pas mal, c'est un métier qui se féminise. Parce qu'avant, c'était surtout les gars de la campagne. Alors, les gars de la campagne, ils ont un petit talon d'Achille. Petit, ouais. Ils aiment le tracteur. Ah ben, quand je dis ils aiment le tracteur, c'est un amour fou, hein. Fou. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche, l'agriculture. Je fais une bonne récolte que je vends bien, mais je me précipite chez le concessionnaire en disant, filez-moi un tracteur plus gros que le voisin, il faut tenir son rang quand même. Ah mais depuis le temps que les tracteurs sont plus gros que le voisin, vous avez vu la taille des tracteurs maintenant? Mais ça coûte la peau des fesses, donc il faut passer par la casse crédit agricole et puis s'endetter pour 10 ans.
Et puis l'année d'après, on ne peut plus payer les traites, donc on laisse le tracteur pour le faire défiler sur les Champs-Élysées. Voilà. Alors je vais vous dire une excellente nouvelle. Pendant que j'ai dirigé l'école supérieure d'agriculture d'Angers, ça y est, les filles sont devenues tracteurs. Et les filles s'en fichent complètement de la taille du tracteur. Ben, c'est elles qui ont raison. Il n'y aura plus besoin de tracteur de toute façon. Ben oui, vous allez voir tout à l'heure, on va arrêter de labourer. Alors déjà, les tracteurs, les motoculteurs suffiront. Bon, voilà. Alors, j'avais dit que je laissais sous le coude la population. Bon, aujourd'hui, la journée est presque finie. Je ne sais pas si la maternité de Saint-Lô a fermé ses portes. Combien de bébés aujourd'hui? 360 000. Enfin, pas à Saint-Lô, hein. Saint-Lô et banlieue. Ben, c'est tous les jours pareil. La fabrication de bébés est extrêmement régulière sur Terre. 360 000 bébés tous les jours. Jour de fête, jour férié, lundi de la Pentecôte, même le 29 février, ça marche aussi. C'est fou, hein? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, ben, ça fait beaucoup. Hein. Et au fait, combien de gens vont mourir aujourd'hui? Une idée, c'est plus, c'est moins. Chacun dit un chiffre. 160 000, tiens. Tout compris, hein? L'accident de voiture là-bas, grand-mère qui meurt de sa belle-mort et les bombardements en Irak. Autrement dit, un jour normal sur Terre, c'est 360 000 bébés qui arrivent et 160 000 qui dégagent. On se fait 200 000 terriens de plus. Ah, quand même! Tous les jours. Hier, demain, après-demain, à la fin de l'année, 75 millions. C'est quand même un... je vous rappelle que pour passer de 6 milliards à 7 milliards, on n'a mis que 12 ans hein, sur Terre. Alors, même ceux qui ne sont pas très forts en maths, on est 7 milliards. On augmente la population de 75 millions. Il y a au moins une feuille de route de base de l'agriculture, vous allez déjà m'augmenter de 1,1%. Sinon, comment voulez-vous que ça le fasse? C'est avec ça. Avec ça. Mais, quand on y réfléchit, c'est un phénomène extrêmement nouveau. Là, vous avez l'évolution de la population mondiale sur 2500 ans. Je commence en moins 400 avant Jésus-Christ. Déjà, on parlait beaucoup des anciens Grecs. Et puis, je termine en 2100 quand on sera tous morts. Bien. Je me mets en 1600. Je vous fais le coup de Napoléon. Devant moi, 20 siècles vous contemplent. Qu'est-ce qui se passe en matière de population mondiale en 20 siècles, au fait? Rien. Comment rien? Rien. Enfin, c'est quand même fou, ça. La population mondiale en 1600, elle ressemble étrangement, enfin, vu des yeux d'aujourd'hui, à la population mondiale qui avait 2000 ans avant. Ça régule. On n'avait pas inventé le verbe, mais ça marchait. Comment ça faisait pour marcher? En fait, c'était assez simple à ce moment-là. Il y avait deux professions qui étaient nulles et une profession qui assurait. Il en a trop dit, on votait non. Alors, les professions qui étaient nulles, ben, relisons les pièces de Molière. Médecin. Vous avez en 1600, vous ne pas être malade, hein. Médecin, nul. Et paysan, nul. Et la profession qui assure? Vous avez une idée? Ben, militaire, soldat. Ah ben, ils assurent. Ben, c'est même eux qui régulent. Hein. Regardez ici, là, on est près de la Grande-Bretagne. Ah, on a adoré faire la guerre aux Anglais. Ah ben, c'était notre truc, les Français. C'était notre truc. On faisait la guerre aux Anglais. Pendant ça nous a pris des siècles et des siècles. Il y a même une guerre qui a duré 100 ans à elle toute seule. Ben, comme ça régulait. Hein. Regardez, vous êtes les Anglais, vous êtes les Français. Allez, on s'en fait une. Bon, là, c'est les Anglais qui gagnent. Les Français ne sont pas contents. Il y en a moins. Ben, on se fait des enfants. Alors, on se fait à la revanche. Alors, ben, ce coup-là, c'est les Français qui gagnent. Les Anglais sont moins, ils ne sont pas contents. Les Français sont plus contents. Enfin, vu de la Lune, ça régule. Bien. Alors, on arrive au 18e, 19e siècle, etc. On invente la science, la technique, les facultés de médecine, les facultés d'agronomie, les écoles militaires, tout ça. Tout le monde s'améliore. Alors, on met les trois principales professions sur la ligne de départ. On dit que le meilleur gagne. Bon, et puis, dans certains pays, on rattrape juste un temps le militaire. On lui dit, non, toi, t'es pas obligé de t'exprimer complètement. Tu peux aller boire une bière à Saint-Circuit de Quidan, le chef qui dit. Donc, le militaire s'exprime pas complètement. Mais le paysan et le médecin, oui, et vous avez le résultat des courses, la population du monde est multipliée par 10 en 200 ans. Allez, je vous le redis une deuxième fois. La population du monde est multipliée par 10 en 200 ans, c'est quand même pas mal, non?
En 1850, on n'est que 1 milliard sur cette planète. En 2050, on va fricoter avec les 10 milliards, probablement 9 milliards 6. Joli petit défi, isn't it? Regardons-le de plus près. Je vous l'ai tassé et je vous l'ai mis par couleur. Ça, c'était pour les étudiants. Je leur ai dit, vous n'aurez pas de retraite, vous. Non. De toute façon, enfin, vous aurez peut-être un pot de départ en retraite quand même. Bon. Le pot de départ en retraite, ça va avoir un petit délai. Hein, dans 47, 48, 49 ans, quand vous aurez votre pot de départ en retraite, il se sera passé quoi dans le monde? C'est-à-dire, c'est quoi le défi d'une génération? Eh bien, vous l'avez là, il y aura 1 milliard d'Asiatiques de plus. Ça, c'est le défi d'une seule génération. Il y aura 800 millions d'Africains noirs de plus. Il y aura 400 millions de Latino-Américains de plus, et je les oubliais, mais ils seront là, il y aura 200 millions d'Arabes de plus. Ça, c'est le défi d'une seule génération, mais quand même, hein. Quand même. Et malheureusement, nous les vieux, on n'est pas très fiers du monde qu'on leur laisse. Ça, c'est le tableau du déshonneur mondial. Ceux qui ont faim. Ceux qui se couchent le soir avec le mal au ventre en disant « j'ai faim ». À gauche, le nombre de gens qui ont faim. Non, pardon, à droite, le nombre de gens qui ont faim. À gauche, le pourcentage que ça représente dans la population. Alors, même du dernier rang, on voit qu'il y a un pays qui se détache très nettement sur la course au déshonneur mondial. C'est l'Inde. C'est l'Inde. Voilà un pays qui rachète notre sidérurgie, qui nous fabrique plein de trucs, qui envoie des fusées, tout ça, qui n'a pas foutu de nourrir un homme sur 4. Enfin, surtout une femme et un enfant sur 4. C'est pas glorieux, hein. 250 millions de gens qui ont faim en Inde. La moitié, 50% des enfants en Inde sont malnutris. Ils n'y arrivent pas. Bon, le deuxième pays le plus déshonoré au monde, alors là, il est stupéfiant, c'est la Chine. Mais rappelez-vous, les vieux, quand on était jeunes, la faim dans le monde, c'était la Chine. Mais attendez, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, finis ton pain avec tous ces Chinois qui ont faim. Il n'y a pas photo. Je veux dire, quand on était jeunes, la faim, c'était la Chine. Mao Tse-tung a inventé un nouveau truc, 20 millions de morts. Bon, ben, la Chine a décidé de commencer à bien faire. Ils ont fait comme on a fait au sortir de la guerre. Ils ont dit, bon, ça suffit comme ça, on va manger. Et maintenant, je vais vous dire, l'agriculture chinoise, c'est la plus belle agriculture du monde. Ils sont premiers en tout. Premiers en riz, ça. Premiers en blé. Ah, ils sont que deuxième en maïs, excusez du peu. Premier en viande, premier en fruits, premier en légumes. Ah, quand même. Ah, mais il faut dire qu'ils ont fait deux choses, eux. Ah ben oui, ils étaient vachement nombreux, hein. Vous vous souvenez, il y avait même une chanson qui disait là, 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Alors moi, Tse-tung, dans sa grande sagesse, elle dit, bah, attendez, si je fais de l'agriculture, mais qu'on continue à faire des enfants, ça ne va pas le faire. Donc, il y a eu quand même cette chose inouïe. Monsieur Mao Tse-tung a fait venir deux personnes dans son bureau, monsieur et madame. Bien. Et ensuite, il a tiré au sort lui-même. Homme, femme, homme, femme, homme. Femme, c'est tombé sur femme. Et Mao Tse-tung, dans sa grande sagesse, a dit, un enfant par femme, c'est tout. Le sort du monde aurait probablement été changé si ça avait été tombé sur homme. Mais c'est tombé sur femme. Mais attendez, je ne sais pas si vous avez été en Chine, on ne rigole pas avec ça. Le corps des inspecteurs de la contraception et de l'avortement, vous savez combien de fonctionnaires il a? 4 millions. 4 millions de personnes dans le seul boulot, c'était quand les dernières règles, voilà, on ne plaisante pas du tout avec ça, la police, la justice, tout. Et donc, il y a quand même cet exercice extraordinaire de démographie qui n'avait jamais été fait. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de faire des enfants? Donc ils sont 700 millions, et logiquement, ils arrêtent de faire des enfants, et maintenant, ils sont 1,3 milliard. C'est normal, la population double quand on arrête de faire des enfants. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, je me dis, c'est marrant. Je ne le voyais pas comme ça. Ils ne doivent pas être faits comme nous. C'est quoi leur truc, au fait? Alors réfléchissons, c'est quoi leur truc? Ben, d'abord, je m'excuse pour les dames qui sont dans cette pièce, mais quand on a le grand malheur de faire une fille au départ, et qu'on est bien vu par le Parti communiste, on a le droit d'en faire 2. Donc c'est pas 1 enfant par femme, c'est 1,7. Mais la deuxième chose, c'est que le jour où Mao Tse-tung dit on arrête de faire des enfants,
dans le pays, c'est plein d'enfants. Ben oui, avant c'était la spécialité locale. Donc c'est bourré d'enfants de 2 ans, de 5 ans, de 8 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 17 ans. Alors ils grandissent, ils se fréquentent, ils disent on fait tout de suite le premier en cas qu'ils passent à 0. Et en attendant, ils gardent leur viol. Et donc finalement, avant que ça se termine, la population double. Alors maintenant, ça y est, maintenant, on va construire des maisons de retraite. Bon.